Bonjour, donc je me trouve aujourd'hui à Bergerac une nouvelle fois avec mon ami Marc qui est astrologue. Bonjour. Donc on a décidé de vous parler des Perséides parce que c'est un événement astronomique qui nous passionne. Donc avant cela, j'avais envie de faire le point un petit peu avec la numérologie parce qu'en fait nous sommes actuellement en année 7 pour 2023. Et l'année 7, eh bien, c'est l'invitation à se tourner vers le ciel, à s'intéresser à la sagesse spirituelle, ou à l'astrologie notamment, ou à la numérologie, en tout cas à des connaissances universelles qui permettent d'ouvrir sa pensée sur une autre réalité. Et comme l'astrologie s'est reliée à des mythes que l'on trouve justement dans les constellations, eh bien, ça fait le pont directement avec les Perséides. Donc c'est vraiment une année où nous sommes invités comme à nous intéresser à certains mythes, comme pour les faire vivre en soi. Ce qui fait qu'après, quand il se passe des événements célestes, eh bien, ça peut comme nous apporter des forces supplémentaires. Ça peut résonner en nous pour nous aider à bien continuer l'année, à être plus conscient en fait globalement de ce qui se passe dans notre vie. Et à ne pas perdre contact, à ne pas oublier l'essentiel, je dirais, voilà. Donc, et quand je trouve, il y a quand même beaucoup de gens sur YouTube qui s'intéressent à l'astrologie, bien souvent c'est dans une démarche un peu psychologique, tout ça, et il y a cet oubli justement de la spiritualité. Et si on s'intéresse aux mythes, ça crée une sorte de sas. Ça symbolique entre la numérologie, l'astrologie purement psychologique, puis aussi vers l'ouverture un peu de l'astrologie spirituelle. Donc c'est un petit peu aussi le but de nos vidéos, c'est d'élargir un peu le débat en fait par rapport à l'astrologie et la numérologie. Voilà, d'où le fait qu'on se soit de nouveau réunis pour vous parler des Perséides et des Léonides. Voilà. Donc, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, je laisse la parole à Marc qui va nous parler donc de l'aspect astronomique dans un premier temps. Oui, c'est ça. Disons que les phénomènes astrologiques qui nous intéressent en général, c'est souvent, on parle du zodiaque, donc on parle des signes du zodiaque. Bon, on va parler des planètes, mon soleil il est où, ma lune elle est où, etc. Et tout ça, plus tout le vocabulaire astrologique va donner un thème natal ou un thème qui peut nous aider à apprendre à nous connaître. Mais il y a d'autres phénomènes, on pourrait dire célestiels, qui viennent du ciel. Et dans ces autres phénomènes, la base d'observation est toujours astronomique, comme pour l'astrologie. On va regarder la position des planètes à des endroits précis, etc. À des moments précis, etc. Et donc dans les autres phénomènes qui existent, il y a aussi les étoiles filantes, les fameuses étoiles filantes. Vous savez, vous avez peut-être, on vous l'a dit quand vous étiez enfant, je ne sais pas si c'est encore le cas pour vous, ou frais à votre mémoire, mais on dit que quand on voit une étoile filante, il faut faire un vœu. Donc on reviendra un petit peu sur ça, pourquoi faire un vœu quand on voit une étoile filante. Et donc, dans les événements qui se passent, qui sont à la fois liés à l'astrologie, liés à l'astronomie, et lié donc à la mythologie, donc à cette grande sagesse qui est mémorisée quelque part dans les étoiles et au-dessus de nos têtes, et il y a ce phénomène des étoiles filantes qui arrive. Donc c'est quoi une étoile filante en fait ? Une étoile filante à la base, ça vient des comètes. C'est-à-dire que les comètes, ce sont des sortes d'objets célestes extrêmement rapides, très très grands. Il y a un noyau, derrière le noyau il y a une sorte de grande queue ou panache comme ça qui est derrière, et ça va donner ce qu'on appelle une comète, et qui se promène à travers le système solaire. Il y en a à peu près 2000 environ qui sont répertoriés dans notre système solaire, et à la frontière de notre système solaire, encore plus loin derrière, il y a le nuage d'Oort, ça s'appelle, dans lequel là il y a des millions, peut-être des milliards de comètes qui sont en train de se promener aussi. Mais il y en a 2000 qui se promènent dans notre système solaire. Et les comètes, qui ont des course apparemment un peu chaotique. On dit il y a une comète, elle va revenir dans tant d'années, puis finalement elle revient pas, puis finalement elle revient plus tôt, ou elle revient plus tard, ou elle revient jamais. Ces comètes-là, en se promenant dans le système solaire, elles sont toujours en train de jouer au chat et à la souris avec le soleil. Comme si elles étaient toujours en train de se dire on va s'approcher du soleil, finalement on va s'éloigner, comme si elles jouaient en fait avec.
Les comètes, elles, il faut bien retenir, c'est de la glace, de la pierre. C'est des choses extrêmement denses, froides, rugueuses. C'est pas avenant en fait, parce que ça va vite, ça va puissant et ça va dur. Alors que le Soleil, c'est des valeurs de lumière, de chaleur. Là, on est dans le monde de l'été, on est en train d'y goûter pleinement. Et donc, il y a un jeu entre les deux. Et quand des comètes vont passer trop près, on pourrait dire, du Soleil, ou à une certaine distance du Soleil, tout ça dans des unités de distance astronomique, donc c'est-à-dire des millions de kilomètres, mais quand elles vont quand même passer trop près, c'est comme si le Soleil allait brûler quelque chose, notamment de la queue de la comète ou d'un bout de la comète, et ce qui est transformé en fait du bout de la comète va donner des météorites. Des météorites, c'est comme des petits débris qui peuvent aller de grains de sable, de poussière à des petits cailloux, et qui, quand ces météorites vont croiser le chemin de course de la Terre, vont rentrer dans notre atmosphère et vont devenir des étoiles filantes. Donc vous voyez, on a des comètes qui, flirtant avec le Soleil, se transforment, deviennent des météorites, et ces météorites, lorsqu'elles traversent l'atmosphère, deviennent des étoiles filantes. Et nous, on voit ce résultat, on va dire, de l'étoile filante qui est j'en ai vu une. En général, le temps qu'on dit ça, elle est déjà passée. Elle est très très vite passée. Des étoiles filantes, ça va à 50, 60 km par seconde. Ça veut dire plus de 200 000 km par heure, par exemple, pour les Perséides. Et par rapport à la constellation de Persée, on va dire, il y a combien à peu près d'étoiles filantes, en fait, durant une période qui, justement, s'étale de fin juillet jusqu'à un peu plus de mi-août, je dirais, un truc comme ça. C'est ça. En fait, alors ce qu'on va appeler les pluies d'étoiles filantes, les pluies d'étoiles filantes, elles durent pas très très longtemps. Les plus connues sont justement les Perséides, dont on va évoquer là le propos. Et elles sont sur une période donnée, effectivement. Les Perséides, elles commencent à être visibles à partir du 20 juillet environ, et jusqu'au 17, 18, 20 août maximum. Donc c'est déjà une grande période, mais elles ont leur zénith, c'est-à-dire le moment où on va le plus les voir, vers les 10, les 11, 12, 13 août à peu près. À l'époque, il y a un certain temps, on les appelait les larmes de Saint-Laurent, parce qu'elles étaient surtout visibles vers le 10 et le 11 août, et c'était la Saint-Laurent le 10 août, donc du coup c'était comme ça qu'on les appelait. Et dans le ciel, il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, 10, 15 par heure, par exemple, mais il peut y en avoir, comme dans le cas des Perséides, jusqu'à 100, 200, voire 300 étoiles filantes par heure. C'est très impressionnant. J'ai déjà vécu le phénomène il y a quelques années de ça, où allongé dans un transat à regarder le ciel et à voir des séries entières d'étoiles filantes passer au-dessus de la tête, c'est extrêmement impressionnant. Par contre, il y a des pluies d'étoiles filantes qui sont à d'autres moments de l'année. Et ces pluies d'étoiles filantes, il peut y en avoir 2, 3, 5, peut-être des fois 10 par heure, mais jamais beaucoup plus, en fait. Voilà, on verra tout à l'heure les Léonides, il peut y en avoir aussi quelques dizaines par heure. Et à part des phénomènes particuliers, il n'y en a pas beaucoup plus non plus par heure. Donc là, j'ai regardé un petit peu globalement où ça pouvait se passer. Apparemment, c'est dans le ciel vers le nord-est que l'on va pouvoir observer les Perséides, qui sont reliés, qui proviennent justement de la constellation du Bélier, de Persée, mais qui se trouve au-delà du Bélier en quelque sorte. Oui, en fait, c'est ça. La pluie d'étoiles filantes, elle, c'est donc ces fameuses petites météorites qui sont rentrées dans l'atmosphère et qui sont devenues une étoile filante. Mais quand on regarde d'où semble provenir la pluie d'étoiles filantes, en fait, on se dit, il y a quoi derrière ? Et quand on regarde derrière, on découvre une constellation. Et là, derrière la pluie d'étoiles filantes, qui se passe là bientôt vers les 10-15 août environ, pour le zénith de ces pluies d'étoiles filantes, il y a la constellation de Persée. Et effectivement, la constellation de Persée, elle est située au-dessus du signe du Bélier. Voilà. Et elle jouxte une autre constellation qu'on évoquera, qui est celle d'Andromède, qui elle est plutôt au-dessus du signe des Poissons. Vous voyez, donc il y a les 12 signes du zodiaque, et au-dessus et en dessous du zodiaque, il y a d'autres constellations. Et là, les étoiles filantes des Perséides semblent venir de la constellation de Persée. D'où l'importance de s'intéresser au mythe de Persée à ce moment-là. Oui. Pour justement bien bénéficier on va dire,
on va dire entre guillemets du pouvoir des étoiles filantes de Persée, qui sont subtiles bien sûr, voilà. Et bon là, ça veut dire qu'on rentre en fait dans la démarche un peu d'explication un peu spirituelle de ce phénomène. Donc ouais, moi ça m'évoque le fait que comme les Perséides viennent de la constellation de Persée, qui s'est reliée dans l'alignement avec le Bélier, c'est aussi relié à la planète Mars. Absolument. Qui régit le Bélier. Donc il y a vraiment tout cet aspect de combativité, d'héroïsme. D'ailleurs, Persée, c'est un héros grec, qui a existé il y a très très longtemps et qui a zigouillé, on va dire, la Méduse. Donc la Gorgone Méduse. La Gorgone Méduse. Donc c'est quand même un être qui, quand on l'a regardé, a nous pétrifié. Voilà. Elle avait les cheveux sous forme de serpents qui pétrifiaient. Voilà. Ouais. Et en fait, je me dis, quand je vois notre société actuelle, c'est comme si la Gorgone Méduse, elle est quand même assez présente, parce que le nombre de gens qui ont oublié l'existence du monde spirituel et qui sont comme figés par la peur de tout ce que les médias racontent, tout ça. Et comment on les regarde dans les médias et comment ils regardent eux les médias et comment les médias les regardent. Oui, mais il y a une sorte d'hypnotisme des yeux, voilà. Et là, c'est comme si fallait vraiment réveiller en soi notre partie de héros Persée pour justement résister aux influences de la Gorgone, en tout cas, parce que de Méduse, parce que là, c'est quand même le matérialisme à outrance se durcit de plus en plus, en tout cas. Voilà. Oui, et ça vient bien de Mars, comme tu disais. On pourrait dire que c'est une sorte de pluie d'étoiles filantes martienne, entre guillemets, parce qu'en plus, le point vraiment focal d'où démarre la pluie d'étoiles filantes, c'est de l'endroit où Persée tient dans sa main droite une épée pour mener ce combat et donc là avoir décapité par exemple la Gorgone Méduse. Et c'est vraiment de là qu'elle semble partir. C'est pas de son casque ou de sa poitrine ou de son armure. C'est vraiment de l'endroit où il y a le poignet et l'épée et qui tient comme ça de haut. Et la pluie d'étoiles filantes semble arriver exactement de là. Donc c'est 100% des forces martiennes qui arrivent à travers la nuit. Enfin, la pluie, des étoiles filantes de Persée. Ouais, c'est comme s'il fallait vraiment, on va dire, aiguiser son épée de ce fait, ou saisir son épée de guerrier pour après vivre l'automne correctement. C'est ça. Se préparer au combat de l'automne. Oui. Parce que Persée, il est quand même relié à Michael, à l'archange Saint-Michel. Il y a une notion comme ça de combativité. Le nom grec, un des noms grecs de Michael des chrétiens ou du christianisme aujourd'hui, qui est Michael, qui est un peu le chef guerrier vraiment. Avant, ça pouvait être Persée, qui figurait parfaitement ce qu'étaient les forces du combattant ou de Michael, en fait. C'est vrai, tout à fait. Et donc la particularité, c'est que là, on est au milieu de l'été. Enfin, en tout cas, bien avancé, on est dans l'été. Donc, il fait beau, il y a de la lumière. Ça va, dans le sens où on est plutôt... le jour est bien présent, on profite de la nature, enfin voilà, etc. Et puis, c'est comme si les Perséides arrivaient dans le mois d'août, vers donc, le 10-15 août pour leur zénith. Et c'est le ciel qui vient quelque part toquer à notre porte, la porte du cœur, en disant, alors, pour l'instant, il fait beau. Pour l'instant, ça se passe bien, c'est l'été. Mais il y aura l'automne. Et à l'automne, le jour va diminuer. Il a déjà commencé à diminuer, mais il va diminuer considérablement. Et puis la nuit va commencer à être plus importante que le jour. Et donc les Perséides nous préviennent en nous disant il est temps de rassembler actuellement déjà beaucoup de courage, de fer, d'envie d'être bien droit, bien digne, intègre, et de cultiver ça maintenant, au moment où les choses vont plutôt pas trop mal, en tous les cas dans l'atmosphère extérieure, comme c'est l'été, ça semble être plus tranquille. Les Perséides, elles nous préviennent que oui, mais bientôt ça sera l'automne. Et alors, il faut se préparer. On ne peut pas arriver à l'automne sans préparation. Donc c'est ce que demandent les Perséides dans tous les cas. Et comme ça se passe dans le signe du lion, et que le signe du lion est relié au cœur, c'était une invitation comme à gorger son cœur de courage. Oui. Parce qu'après, à l'automne, il va falloir combattre des défauts, etc. Et si on ne se prépare pas maintenant, on va dire, c'est comme si à l'automne, on n'aura pas assez de capital force. D'où le fait qu'il y a des gens qui tombent en dépression aussi dès que ça commence l'automne commence à être bien présent. Là, c'est comme si ils n'avaient pas sur quelque chose de s'appuyer de fort en eux, et donc ils se font encore plus récupérer par le monde extérieur. D'où le fait de mesurer l'importance de renforcer son cœur, en quelque sorte, avec Persée. Tu vois, il y a... Et avec les Léonides, c'est intéressant, ça s'appelle les Léonides,
Alors ouais, je le précise juste avant. Oui, Donc, vas-y. Les Léonides, elles arrivent du coup dans le mois de novembre. Elles sont visibles environ mi-novembre, vers le 14 novembre à peu près, environ jusqu'au 22 novembre à peu près. Donc elles arrivent pour la dernière partie du Scorpion et juste à la porte d'entrée du signe du Sagittaire. Donc elles sont vraiment sur une période à la fin du Scorpion, début du Sagittaire. Elles sont moins nombreuses que les Perséides, il y en a moins dans le ciel, sauf qu'il y a eu quelques périodes où elles ont été très 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 présentes. Et elles ont des pics de présence tous les 33 ans. C'est très spécifique, tous les 33 ans environ. Elles sont surabondantes en fait. Elles sont là tous les ans, mais alors tous les 33 ans c'est surabondant. Et les Léonides s'appellent effectivement Léonides de Lion, parce qu'elles semblent venir de la constellation du Lion. Et comme si, pendant qu'on est sous le signe du Scorpion et qu'on est au milieu de l'automne, donc il commence déjà à faire beaucoup plus frais, pas seulement extérieurement, mais des fois on peut avoir un peu plus de peur intérieure à oser faire des choses, ou oser transformer une part de soi qui est dérangeante et qui n'a plus lieu d'être. Et là, les Léonides, elles arrivent. Elles nous rappellent quoi ? Elle nous rappelle qu'est-ce qu'on a fait durant le signe du Lion, presque. Exactement. Ouais, durant l'été. Voilà. Est-ce qu'on a développé un bien ? Est-ce qu'on s'est renforcé ? Et c'est comme si fallait voir le capital force, le capital de vie, entre guillemets, qui nous reste dans ce combat de l'automne, oui, pour ensuite enchaîner sur l'avant, qui est aussi une période de grande purification pendant tout le signe du Sagittaire, pour être prêt à bien vivre Noël. La nativité, l'innocence, voilà. Donc en fait c'est très sage, c'est pour ça que aussi Emmanuel avait tenu à ce qu'on parle de ce sujet-là dans l'année 7, parce que c'est très sage. C'est-à-dire qu'en étudiant ça, on se rend compte que les mythes contiennent des enseignements pour nous expliquer comment évoluer. Et c'est intéressant parce que c'est au-delà de la psychologie. C'est des archétypes du courage, du bien, de la dignité, de l'intégrité, etc. Et qu'il y a des moments, et ça, le nombre 7 est lié au rythme aussi, des rythmes sages, au temps, absolument. Et les Perséides qui sont de type martienne, elles arrivent à peu près sous le signe du Lion pour nous prévenir qu'il va falloir renforcer son cœur du côté combattant courage. Et les Léonides, elles arrivent au milieu de l'automne, à peu près sous le signe du Scorpion, pour nous dire, mais n'oublie pas, tu es en train de te battre, c'est-à-dire essayer d'être meilleur que certaines de nos faiblesses que l'on a, ou certaines des peurs, ou des influences qu'on reçoit. Donc, rappelle-toi du bien, rappelle-toi des forces léoniennes, je sais plus si on dit ça comme ça, qu'on le porte en fait dans le cœur et qui sont effectivement des valeurs de richesse, de créativité, de don de soi, d'amour, de partage, etc. qu'on est censé avoir cultivé durant l'été, pardon. Et en réfléchissant à tout ça, on s'est rendu compte que entre le pic des Perséides et le pic des Léonides. Alors on a pris à peu près la date du 12-13 août pour les Perséides, leur zénith, et à peu près le 17-18 novembre qui sont le pic des Léonides. Et au milieu, en fait, la date exacte, la date exacte, c'est la fête de Michael, le 29 septembre. Donc on voit vraiment que tout ça est lié, vraiment. Ça fait un peu... Là, j'ai des frissons rien que d'en parler. Il y a vraiment cette notion de, il faut aussi se relier à l'archange Michael, à l'archange Michael, voilà, l'esprit du temps. Et comme si ça nous ouvrait sur une vastitude, en fait, de la sagesse qui nous environne tout le temps, mais comme on a un esprit matérialiste la plupart du temps, on a oublié tout ça. C'est comme si tout ça, c'était extérieur à nous. Et là, c'est le bon moment pour retrouver un pan de mémoire, en quelque sorte, sur... en fait, les constellations, ça a une réalité spirituelle. Voilà, c'est pas rien, ou les Léonides, tout ça. Oui, et puis on peut retenir que Michael a beaucoup été vu, en tous les cas, il est le symbole un peu des forces solaires. Je ne sais pas après les correspondances exactes, mais on va dire qu'il est un des symboles des forces solaires rayonnantes, des forces du bien. Et qu'à la base, rappelez-vous, c'est des histoires de comètes qui sont, elles, toutes erratiques, qui sont froides, pleines de glace, qui pourraient percuter une planète ou autre, ce qui est déjà arrivé en 95 ou 97, il y en a une qui avait percuté Jupiter, par exemple. Enfin, il y a des phénomènes comme ça où on sent elles pourraient être un peu hargneuses, même les comètes, symboliquement, en tous les cas par leur chemin erratique et chaotique. Et puis quand elles approchent du Soleil, donc symboliquement on pourrait dire de la maison de Michael, si on devait dire ça comme ça, lui c'est comme s'il exerçait une sorte d'action pour dire, là, de ce mal-là, moi je transforme quelque chose. Et les météorites qui quelque part sont de la force du mal enlevées des comètes et qui sont
prélevées et qui sont transformées en bien, voilà, en quelque elles sont sorte. transformées en bien par l'action du soleil, elles sont offertes à l'être humain sous forme d'étoiles filantes. Alors, c'est pas l'étoile filante toute seule qui arrive, pouf, elle arrive dans le cœur, hop, c'est super. C'est pas comme ça, il faut effectivement faire des efforts de réceptivité, d'écoute, etc. Mais symboliquement, c'est l'action du soleil que le visage de Michael pourrait représenter, qui tantôt par les Perséides, qui sont plus d'étoiles filantes martiennes, donc combattantes, mais tantôt aussi par les Léonides, qui sont des forces du cœur, qui pourraient être un peu des pluies d'étoiles filantes solaires, on pourrait dire, nous rappellent la dignité. La noblesse de cœur. La moralité, le bien, en fait, d'être polarisé du côté du bien. Oui, voilà, c'est ça, ne pas oublier le bien. C'est super important, ouais. Donc, et donc, comment se préparer au mieux ? Bon, déjà, étudier les mythes, un minimum, voilà, s'intéresser au minimum aux mythes de Persée. Auquel on peut additionner, on avait dit qu'il y avait Andromède à côté de Persée, voilà. qui représente vraiment le visage de l'année 7, dans le sens un peu de sagesse, de beauté, des valeurs féminines. Oui, de féminin sacré, parce qu'effectivement, Persée a sauvé Andromède. Elle devait se faire dévorer par une baleine. Une grande baleine qui n'est pas très loin de la constellation de Persée, qui s'appelle Cétus. Voilà. Et donc Persée l'a sauvée après avoir liquidé Méduse. Voilà. Fait naître le cheval Pégase. Pégase, voilà. Le puissant. Et Andromède, ça correspond presque à la Sophia. Enfin, il y a un éternel féminin. La beauté vraiment pure. Ouais. Et puis aussi, c'est comme si Persée et Andromède représentaient un peu les êtres humains du futur aussi, qui combattent justement des forces anciennes, retardataires. Et durant cette période, c'est comme si on pouvait se relier de ce fait à nos efforts, notre combativité. Au fond, c'est pour quel futur aussi on pourrait, ou pour renouer un contact avec le monde spirituel. Parce que se relier à Andromède, c'est se relier aussi au fond à son étoile céleste, à son âme céleste. Donc, c'est pour ça qu'on peut imaginer qu'une étoile filante, c'est comme si c'était un extrait de notre étoile qui venait toquer à la porte pour nous ramener vers notre étoile intérieure. Oui, n'oublie pas. Enfin, il y a une sorte comme ça de n'oublie pas mon existence, en fait. Voilà. Souviens-toi, au fond, aussi d'où tu viens et qui tu es. Et qui tu es et que tu es un esprit, quoi. Donc, donc tout ça, c'est intéressant. Mais ça nécessite un effort de l'être humain. Pour s'intéresser à ces mythes, pour après être dans une réceptivité durant cette période de 11, 12, 13, 14 août, voilà, en ayant vraiment à la conscience qu'on s'abreuve d'un point de vue spirituel de forces subtiles, voilà, c'est pas du tout physique, c'est de l'homéopathie spirituelle, voilà. Mais avoir confiance qu'il y a quelque chose qui se dépose en soi parce que on s'intéresse sincèrement, avec amour, avec vénération à ce mythe, notamment, ou à cette sagesse de l'astrologie. Et à ce moment-là, oui, il y a quelque chose qui se dépose en nous, qui va nous aider durant l'été, durant l'automne après. Donc, Et puis ça permet aux arts qui sont les nôtres, des arts de connaissance de soi, la numérologie et l'astrologie, en fait, ça permet de replacer dans sa bonne dimension. C'est-à-dire que oui, ça peut inclure une dimension psychologique, et qui est très importante pour se connaître, etc. Mais c'est pour nous aider à nous souvenir aussi de vérité, en tous les cas d'une sagesse vivante. La sagesse des cycles, la sagesse des nombres, la sagesse des signes, la sagesse des planètes, et que chacune sont une mémoire qui est plus forte que uniquement notre psychologie. Ça peut nous aider parce que dans la psychologie, on peut dire mais je suis trop timide, je suis trop réactif, je suis trop stressé, je suis trop je sais pas quoi. Et ce qui est vrai qu'on peut souffrir de ça, mais à la base, on est censé aussi renforcer notre être profond. Et lui, par contre, c'est pas avec la psychologie qu'on peut le faire. On peut le faire avec des mythes, on peut le faire en méditant, on peut le faire en allant se relier à des valeurs fondamentales. C'est aussi pour ça qu'on avait à cœur de parler de ce sujet à la fois numéro-astrologique, à travers le point de vue des étoiles filantes, en fait. À la fois astronomique et spirituel. Oui, voilà. Et de relier terre et ciel à ce moment-là. Bon. Oui. Voilà ce qu'on avait à vous partager. Donc en vous donnant le goût, j'espère, de sortir le soir pour aller regarder ces essaims d'étoiles filantes, là dans la période dans laquelle nous sommes, et encore en novembre, peut-être un peu plus emmitouflé en novembre, mais d'en profiter là dès maintenant, et ne serait-ce qu'à minima de contempler le ciel. Juste ça, en fait. Bon, eh bien, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Avec joie. Et on vous souhaite une bonne période estivale. Bye bye. Au revoir.